Bonjour à tous. Que retenir dans ce chapitre 15 sur la physique quantique? Alors, ondes ou particules? Tout d'abord, le cas de la lumière. L'énergie de la lumière est transportée par des photons, qui présentent un aspect particulaire, dans l'expérience sur l'effet photoélectrique par exemple, mais aussi ondulatoire, c'est le cas de l'expérience des interférences ou de la diffraction de la lumière. Alors, il faut être capable de dire dans les exercices, au cours d'une expérience, quel aspect de la lumière est mis en évidence. Par exemple, si l'on voit des impacts sur un écran, il s'agit de l'aspect corpusculaire. Les photons sont des grains de lumière. Si l'on voit des interférences ou des figures de diffraction, c'est l'aspect ondulatoire qui est présent. L'énergie d'un photon est donnée par cette relation qu'il faut absolument connaître, E égale h nu égale h fois c sur lambda. Tout d'abord, bien faire attention, une erreur fréquente des élèves, c'est de confondre la lettre nu avec la vitesse. Ici, nu, c'est la fréquence qui s'exprime en Hertz. E égale h nu égale hc sur lambda, donc nu est égal à c sur lambda. D'où vient cette relation? Elle provient en fait de la relation sur les ondes. La vitesse d'une onde est égale au quotient de la longueur d'onde que divise la période. Cette relation-là, qui est une relation essentielle du premier thème sur les ondes, on peut la retrouver facilement en faisant une analyse dimensionnelle. Une vitesse est en mètres par seconde, c'est le quotient d'une longueur, qui est la longueur d'onde, qui s'exprime en mètres, par une durée, qui est la période. On peut réécrire cette relation lambda que multiplie 1 sur t. 1 sur t, c'est la fréquence, donc lambda fois f. Que devient cette relation pour une onde électromagnétique? La vitesse, c'est la vitesse de la lumière maintenant, donc c, célérité de la lumière, qui va être égale à lambda fois la fréquence, et la fréquence est notée nu. Donc on va pouvoir écrire que nu, la fréquence, est égale à c sur lambda. D'où l'égalité E égale h nu égale h fois c sur lambda. Particules matérielles et ondes de matière. Louis de Broglie étend ce double aspect de la lumière aux autres particules. Les objets microscopiques de la matière, les électrons et les protons, présentent comme la lumière un double aspect ondulatoire et particulaire. À chaque particule en mouvement est associée une onde de matière de longueur d'onde lambda liée à la quantité de mouvement de la particule par la relation de Broglie. Là aussi, relation essentielle du chapitre qu'il faut connaître, P égale h sur lambda. H, donc, c'est la constante de Planck, 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. Donc, cette valeur n'est pas à mémoriser, elle sera rappelée dans les exercices. P, c'est la quantité de mouvement. Il faut se rappeler de la formule de la quantité de mouvement que l'on avait vue en mécanique. P est égal à m fois v. Par une analyse dimensionnelle, on retrouve facilement l'unité de la quantité de mouvement. La masse s'exprime en mécanique toujours en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde, d'où l'unité de P, kilogramme, mètre, seconde moins 1. Lambda est la longueur d'onde qui s'exprime en mètres. Le comportement ondulatoire des objets microscopiques va être significatif lorsque la dimension de l'obstacle ou de l'ouverture est plus petit ou du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de matière lambda. On retrouve en fait le même propriété que l'on avait vu sur le cours sur les ondes. Le phénomène de diffraction, le phénomène d'interférence va être important lorsque l'obstacle a une dimension qui est petit. Petit devant quoi? Petit devant la longueur d'onde. Ça va être le même cas, la même situation pour les particules matérielles et les ondes de matière. Attention, l'onde associée à une particule n'a pas d'existence physique tangible. Ce n'est donc ni une onde mécanique ni une onde électromagnétique. On avait vu au cours des activités qu'il s'agit d'une onde qui est porteuse d'informations sur la probabilité de trouver la particule en un point donné. Pour mieux le comprendre, vous pouvez revoir l'excellente vidéo que vous trouverez sur le site internet dans la partie cahier de texte. C'est la vidéo 1 de ScienceClick. Étudions dans cette partie les trois types de transfert quantique d'énergie. Alors il va y avoir l'absorption, l'émission spontanée et l'émission stimulée. Commençons donc par l'absorption. Imaginons un atome qui soit dans un état d'énergie E1, c'est l'état de plus basse énergie, c'est ce qu'on appelle aussi l'état fondamental.
Cet atome va pouvoir passer dans un état d'énergie E2, qu'on va appeler état excité. Donc ce passage est symbolisé par cette flèche verticale, orientée vers le haut. Alors comment ce passage va-t-il s'effectuer ici? Eh bien l'atome va absorber un photon. Alors pas n'importe quel photon, il faut que ce photon ait une énergie donc h nu qui soit exactement égale à la différence d'énergie entre les deux états énergétiques E2 et E1. Alors, on va se retrouver, c'est la figure numéro 2, avec un atome qui va être dans l'état énergétique E2, un état excité. Au bout d'un certain temps, l'atome va se désexciter en émettant un photon qui va avoir quelle propriété? Il va être émis de façon aléatoire dans n'importe quelle direction de l'espace. C'est ce qui est indiqué ici. Dans le cas d'émission spontanée, l'énergie du photon va être égale à E2 moins E1 égale h nu, et cette émission a lieu de manière aléatoire dans n'importe quelle direction de l'espace. Donc on peut préciser sur le schéma ici qu'on va voir toujours delta E qui est égal à E2 moins E1. Alors il existe un autre type d'émission, c'est l'émission stimulée. Dans le premier cas, l'émission spontanée, eh bien l'atome, au bout d'un certain temps, se désexcitait spontanément. On peut en fait, dans l'émission stimulée, provoquer cette désexcitation. Comment la réaliser? Eh bien il suffit de faire arriver un photon qui va avoir comme énergie h nu. Alors toujours, il faut que le delta E soit exactement égal à E2 moins E1. En arrivant sur l'atome, ce photon va provoquer, stimuler la désexcitation de l'atome. Donc l'atome va passer de l'état énergétique E2 à l'état énergétique E1. On va avoir toujours le photon incident. Et puis il va y avoir émission d'un photon qu'on va qualifier de photon jumeau, qui va avoir exactement la même énergie, delta E, qui est égal à E2 moins E1. Donc quelles sont les caractéristiques de l'émission stimulée? Donc il faut qu'il y ait un photon incident d'énergie delta E égale h nu donc qui va être égal à E2 moins E1, qui interagit avec un atome initialement excité et provoque l'émission d'un second photon. L'énergie du photon incident doit être égale à la différence d'énergie entre deux niveaux d'énergie de cet atome, E2 moins E1 dans l'exemple qui est présenté. Deux photons sont donc obtenus après émission stimulée, le photon émis et le photon incident. Ces deux photons jumeaux ont la même fréquence, la même direction et le même sens de propagation. Et ils sont en phase. Ces photons peuvent à leur tour stimuler d'autres émissions. On le verra dans le cas du laser. L'émission spontanée et l'émission stimulée sont deux modes de désexcitation des atomes qui sont en concurrence. Alors l'émission stimulée est à la base du fonctionnement du laser. Un laser utilise un pompage optique pour effectuer une inversion de population, de manière à ce que de nombreux atomes soient dans un état d'énergie excité E2 et non dans leur état fondamental E1. Donc sur le schéma de droite, on voit que ce pompage optique se fait entre les états E1 et E3. Donc on va avoir beaucoup d'atomes qui vont passer de l'état E1 à l'état E3. Et qu'est-ce qui se passe après? Les atomes subissent une désexcitation rapide pour passer à l'état énergétique E2. Là, il s'agit entre E3 et E2 d'émissions spontanées. Donc on va réaliser une inversion de population. Il va y avoir davantage d'atomes qui vont être dans l'état énergétique E2 qu'il n'y en a dans l'état énergétique E1. Pourquoi? Parce que en fait cet état E2, c'est un état de longue vie. On parle d'état métastable. Les atomes vont pouvoir rester très longtemps dans cet état énergétique E2 et donc ils ne vont pas subir d'émissions spontanées. Et il va pouvoir y avoir des émissions stimulées. Ceci permet l'émission stimulée de photons par un grand nombre d'atomes. Donc l'émission stimulée ici va se produire entre l'état E2 et l'état E1. En raison de cette émission stimulée, les photons produits par le laser ont la même fréquence. On va obtenir un faisceau de lumière monochromatique. Pourquoi ont-ils la même fréquence? Parce que tous ces photons vont avoir la même énergie qui va être égale à E2 moins E1.
Donc comme E est égal à h nu est égal à hc sur lambda, tous les photons vont avoir la même fréquence. Tous ces photons vont être émis en phase. On dit alors que le faisceau lumineux est cohérent. Ils vont tous avoir la même direction, ce qui fait que le faisceau laser va être directif. Dernier point du chapitre, l'énergie dans une molécule. Une molécule est constituée d'atomes qui vibrent les uns par rapport aux autres. Elle possède donc de l'énergie vibratoire en plus de l'énergie électronique liée à la répartition des électrons. Ces deux énergies sont quantifiées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent prendre que certaines valeurs particulières. On le voit sur le schéma de droite. On va trouver dans l'énergie d'une molécule des différents niveaux électroniques, différents niveaux d'énergie électronique qui vont être subdivisés en sous-niveaux vibratoires. Alors, une transition d'énergie électronique est associée à une radiation ultraviolette ou visible. Donc cette transition ici va se produire entre deux niveaux électroniques et entre deux sous-niveaux vibratoires de ces niveaux électroniques. L'ordre de grandeur énergétique, ça va être de l'ordre de quelques électronvolts. Et puis, une transition d'énergie vibratoire va être de l'ordre de quelques dixièmes d'électronvolts et elle va être associée à une radiation qui va être dans l'infrarouge. Donc ici, un exemple de transition entre deux sous-niveaux vibratoires, donc d'un même niveau électronique. Donc ça, il faut juste l'avoir compris. Ce qu'il faut surtout connaître, donc, c'est les formules qu'on a vues au début, delta E égale h nu, qui va être égal à h fois c sur lambda, et savoir aussi que en infrarouge, le nombre d'ondes, on l'avait vu au cours de l'activité, sigma est égal à 1 sur lambda. Sigma, c'est le nombre d'ondes. Qui s'exprime souvent en centimètres moins 1. Qui est repéré donc par la lettre grecque sigma. Donc ces deux relations-là sont fréquemment utilisées dans les exercices qui tombent sur cette partie.